Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Paris Workplace 2020. Les salariés qui jugent leur bureau avec un titre cette année, Bureau, l'heure de vérité. Et c'est vrai que l'on est peut-être à un carrefour historique pour les bureaux et que la situation que l'on vit aujourd'hui va accélérer une tendance que l'on sentait peut-être se dessiner depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors cette édition de Paris Workplace, elle est évidemment particulière puisque la situation sanitaire l'a amené à évoluer. Et on va voir tout cela aujourd'hui avec Aude Grande. Vous êtes directrice générale adjointe de SFL. Bonjour. Bonjour. Avec Frédéric Dabi, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Bonjour. Bonjour. Et avec vous aussi, Ramni Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer et vous allez nous apporter votre point de vue sur les enseignements de ce Paris Workplace. Frédéric Dabi, on va commencer avec vous. Vous avez posé cette année des questions à un panel avant et après le confinement du printemps. Ça permet finalement de voir ce qui a évolué ou pas dans notre relation au travail et notre relation au bureau. On va découper cette émission avec 3 chiffres et 3 thèmes. La première question, elle est centrale évidemment aujourd'hui, c'est le télétravail. Ça va être l'un des symboles de cette année 2020. Avant le confinement, le télétravail, c'était une espèce de rêve pour beaucoup de salariés. Est-ce que l'épreuve du confinement du printemps et ce télétravail finalement mis en place à marche forcée a changé la donne ou pas, Frédéric ? Il y a une idée un peu contre-intuitive, Jérôme, puisque le confinement n'a pas fondamentalement changé le rapport au télétravail des salariés français, alors même que, avec cet événement inouï, inédit, hors norme qu'a constitué ce confinement du 16 mars, beaucoup de salariés, ceux qui le pouvaient, se sont retrouvés en télétravail. D'abord, une idée force, c'est que pouvoir télétravailler est une demande qui préexistait au confinement, et cette méthodologie avant-après, à contexte exceptionnel, dispositif exceptionnel. On n'a pas fait une enquête avec SFL, mais 2 enquêtes. Une en février auprès de 1600 salariés avant le confinement. On ne le savait pas, bien sûr, à l'époque, comme les Français. Et une au mois de septembre, après le déconfinement. Et on voit que au mois de février, 86% des Français, des salariés français souhaitaient pouvoir télétravailler une journée. Au mois de septembre, on est sur 87%, des chiffres quasi identiques. Ce qui a changé, Jérôme, c'est l'intensité du souhait de confinement. C'est-à-dire que le curseur a légèrement bougé. Le télétravail. Voilà. L'intensité du souhait de télétravail. Bien sûr, l'intensité, du télétravail, pardon pour ce lapsus, puisqu'au mois de février, on était sur une journée souhaitée, une journée et demie de confinement. De télétravail, pardon. Au mois de septembre, on était sur 2 journées. Tout se passe comme si, également, les salariés avaient anticipé les effets assez dévastateurs d'un télétravail intégral que moi je qualifie de poison délicieux. L'enquête le montre très bien, puisqu'on voit très bien que plus on télétravaille, plus on va se sentir isolé par rapport à ses collègues, plus on va également plus être dans la crainte d'être licencié, et plus également on va se sentir moins performant. Il y a ces effets dévastateurs qui fait que ce qui s'est passé avec ce confinement, ça n'a pas fait exploser des demandes de télétravail, ça a plutôt conforté une tendance qui préexistait. Donc un oui massif au télétravail, mais seulement 1 ou 2 jours par semaine, et surtout pas tout le temps. C'est la grande leçon. Clairement, c'est la grande leçon qu'on a vue également dans d'autres études, mais dans cette étude, dans ce 7e Paris Workplace, c'est absolument net et massif. Télétravail, oui. Télétravail intégral, non, car anticipation d'effets assez dévastateurs. Aude Grande, du télétravail partiel, on le voit bien, 1 ou 2 jours par semaine, ça veut dire nécessairement des bureaux moins occupés ou occupés moins de temps par les salariés. Comment, chez SFL, on intègre cette question dans l'offre immobilière ? Alors c'est clair que cette année 2020, c'est probablement un juge de paix pour les bureaux. Notre conviction, c'est la qualité et l'excellence. C'est-à-dire que oui, les salariés vont avoir quand même le choix de venir ou pas. Il va falloir leur donner l'envie de venir. Ça va être la gageure pour les entreprises, et les propriétaires et les développeurs que nous sommes doivent les aider. Alors après, il y a des entreprises qui ont déjà anticipé ces besoins-là et qui font le choix de bureaux et de bureaux de qualité. Quand on voit qu'SFL signe avec Goldman Sachs au lendemain du premier confinement, quasiment jour pour jour, pour l'installation de leur futur siège français et d'Europe continentale sur un immeuble de très grande qualité qui est Marceau, on voit qu'ils misent sur les bureaux et sur une surface plus importante qu'avant. On peut dire aussi Facebook cet été aux États-Unis qui achète plus de 30 000 m² sur la côte Est.
Voilà, ces entreprises font le pari des bureaux, mais des bureaux d'excellence. Mais ce sont des très grandes entreprises. Goldman Sachs, Facebook, Absolument. c'est pas, j'allais dire, l'ETI du coin de la rue ou la PME de Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que, à votre avis, c'est un mouvement massif qui va se prolonger? Alors, c'est un mouvement massif parce que les entreprises, elles ont besoin de faire revenir leurs salariés au travail. Et de la même façon, on voit bien dans ce deuxième confinement qu'il y a aussi une pression des salariés à revenir au travail. Donc, de fait, il va falloir créer les conditions de ce retour. Et les meilleures conditions possibles pour les salariés. Et on va voir un peu plus loin quelles peuvent être ces conditions. Je voudrais me tourner vers vous, Rémi Fischler. Qu'est-ce que ces données, finalement, changent à la façon dont vous, designers, vous pensez le bureau? Est-ce que la tendance, finalement, c'est le bureau comme prolongement de chez moi? Parce que, finalement, aujourd'hui, tout a tendance à se mélanger. Ou est-ce que, plus que jamais, le bureau a besoin de ressembler au bureau, finalement? Oui, il faut évidemment redéfinir ce que veut dire le bureau, mais certainement pas, je pense, commencer à le transformer en espace domestique. Alors il y a une vraie tendance, je dirais, de l'esthétique de l'espace domestique qui a été à un moment utilisée de façon littérale parce qu'il fallait rendre un peu plus, je dirais, accueillant des bureaux qui ont été longtemps, je dirais, pensés plutôt de façon assez, je dirais, aride. Mais passé cette mode ou cette tendance, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de maturité dans la manière de penser les espaces de travail. Plutôt, je dirais, si je devais comparer, plutôt dans l'esprit de l'hôtellerie. C'est-à-dire des espaces plus serviciels qui savent que ce ne sont pas des lieux de vie domestique. Il faut protéger la vie domestique, la vie de famille. Il faut que, évidemment, les générations qui arrivent, qui sont sans doute plus exigeantes encore de ce point de vue-là, n'aient pas le sentiment justement de cette confusion des genres pour vouloir venir travailler. Je pense qu'ils n'ont pas envie de se sentir à la maison quand ils viennent travailler. Par contre, ils ont envie d'y trouver, en effet, des services et des espaces qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux, qu'ils peuvent mutualiser avec leurs collègues ou justement avoir que pour eux, ce qui est l'inverse un peu de l'open space. Donc en effet, c'est assez normal que les entreprises qui peuvent se le permettre veulent plus d'espace parfois à certains endroits parce qu'ils ont besoin d'offrir plus de services à leurs employés pour leur donner envie de revenir. Ça veut dire, Rémi Fischer, que l'ère des grands couloirs avec des bureaux individuels sur des mètres et des mètres, c'est terminé. Et ça veut dire que l'ère du tout open space aussi, c'est fini? Oui, en effet, je pense que ni l'un ni l'autre n'a jamais prouvé sa capacité à enthousiasmer les employés ou les collègues. Et il y a en effet une forme de subtilité, de sophistication de l'espace de travail qui permet à des gens comme moi justement de trouver toute leur place là où il y a encore quelques années le designer ou le décorateur, je dirais plutôt travaillait pour le bureau de direction ou les grands présidents. Aujourd'hui, notre travail il est justement beaucoup plus dans le tissage du lien et du confort de travail des employés. Ouais, ça va du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, celui de la direction. Et à l'époque, c'était le seul où il y avait de la moquette, ça s'est terminé. Oui, et puis les directions sont plus forcément au dernier étage. C'est très intéressant ça. On le voit, le bureau, ça reste quand même un endroit extrêmement important. On le voit aussi, le télétravail full-time, ce n'est pas l'attente des salariés, Frédéric. La question, c'est pourquoi finalement les salariés, Haute-Grant nous disait, ils ont envie d'aller au bureau, il faut leur donner envie d'aller au bureau. Pourquoi ils auraient envie d'aller au bureau? Vous avez posé la question pendant ce Paris Workplace. Oui, tout à fait. Et les résultats montrent une véritable résilience du bureau. C'est un terme à la mode. Quand on demande aux salariés franciliens, tout simplement, pourquoi vont-ils au bureau? La première citation, ce n'est pas pour faire un bon travail, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est la vie sociale avec leurs collègues. Et là, l'intérêt de cette étude, avoir fait deux mesures d'enquête, avant au mois de février, après au mois de septembre, montre une vraie évolution. En à peine 6 mois, on est passé de « oui, la vie sociale, c'est très important pour moi » à 47%, au mois de septembre, 55%. C'est-à-dire plus 8 points sur une question qui n'aurait pas dû bouger aussi vite. Et cette dimension relationnelle qu'on a vue par le passé dans de très nombreuses enquêtes IFOP, SFL Paris Workplace, on se souvient du match Paris-Londres, par exemple sur la convivialité entre collègues, c'est particulièrement valorisé et mis en exergue par les plus jeunes. 55% des salariés franciliens de moins de 35 ans disent « mes collègues sont aussi mes amis », c'est presque 30 points de plus que les salariés les plus âgés. Là, on a une vraie fracture générationnelle, mais pour les salariés, d'une manière générale, quel que soit leur âge, le bureau, c'est un lieu de travail, oui, mais c'est surtout un lieu de convivialité, un lieu de socialisation, et parfois même, après cette
année absolument chaotique et terrible, un lieu de bien-être. Et puis on voit en ce moment, par exemple, que bien la convivialité et l'interaction sociale, elle n'a lieu qu'au bureau, en dehors du domicile Haute-Grant. Cet aspect bureau, lieu de vie, bureau d'interaction sociale, interaction qui nous manque cruellement aujourd'hui, là aussi j'imagine qu'elle est au cœur de votre réflexion. Finalement, le bureau, c'est fait pour travailler, mais pas que, aujourd'hui. Alors, c'est clair que cette année de privation de liberté, elle nous a montré quand même rappelé en tout cas, que l'homme est un animal social et qu'on a besoin d'interaction, qu'on est en recherche de ces interactions. Le sondage montre qu'il y a 63% des salariés qui veulent passer plus de temps dans leur bureau que chez eux. C'est quand même un chiffre net et sans appel. Donc les bureaux, c'est ce que dit Frédéric, c'est pas que du plancher et du béton, c'est aussi le réceptacle de tout ça, des échanges, des interactions, de la créativité et aussi de la culture d'entreprise. Les bureaux, ça reste le totem de l'entreprise. C'est comme ça qu'on essaye de les penser, des totems architecturaux, des totems en termes de design intérieur, en termes de fluidité d'échange, de flux à l'intérieur du bâtiment. Voilà, les opérations neuves qu'on développe, on essaye d'intégrer ces dimensions-là pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises et des salariés. Rami Fischer, on le voit, hein, l'aspect relationnel, il est au centre des bureaux. Il y a la machine à café, on a envie de pouvoir pousser la porte, s'il y a encore une porte du bureau de son patron, pour aller lui glisser 2 mots entre 2 réunions. En télétravail, on voit souvent ses collègues, mais on les voit par écran interposé. En vrai, dans un bureau, comment elle va se traduire, selon vous, cette interaction sociale ? Est-ce qu'on va avoir des bureaux avec que des salles de réunion parce qu'on veut voir les gens, ou est-ce que justement on va aller au bureau pour travailler tranquillement parce qu'on passe ses journées sur Zoom, sur Teams, en télétravail, et que finalement le seul endroit où on peut tranquillement travailler, c'est le bureau, et accessoirement on peut croiser ses collègues à la machine à café. Oui, après c'est juste du bon sens. Je crois que le bureau, c'est comme la société, c'est un mélange de plein de gens et de plein de générations aussi. Il faut surtout pas le penser comme quelque chose d'homogène. Et en tout cas, moi, j'espère que le bureau et que les lieux de travail resteront des lieux où se croisent aussi les générations. Et on sait que c'est un sujet évidemment primordial aujourd'hui. Et en effet, c'est pas du tout les mêmes besoins quand vous êtes jeune, quand vous avez 25 ans et que vous vivez dans un 30 mètres carrés et que vous venez finalement jouir de l'espace du bureau aussi comme un vrai lieu de plaisir, de bien-être et de sociabilisation. Et quand vous êtes plus âgé, vous commencez à avoir des enfants et que le bureau est aussi un lieu où vous pouvez enfin sortir de chez vous et vous reconcentrer. Des enfants autour de la table, on peut dire que ça peut être un lieu de respiration, le bureau, on est d'accord. Exactement. Donc en fait, chacun y retrouve sa respiration à un autre moment de sa vie. Et à nous, designers, justement, de ne pas offrir qu'une seule façon d'y trouver une forme de respiration. Je pense qu'une forme de respiration peut être justement le fait de sociabiliser et d'avoir des lieux où tout le monde se retrouve, mais une forme de socialisation et de confort peut être justement aussi de créer des lieux de déconnexion au bureau qui font que vous pouvez vous reconcentrer, vous déconnecter physiquement et aussi technologiquement de vos outils numériques pour un moment vous concentrer. Donc en effet, il y a beaucoup plus de granularité et de complexité dans les espaces aujourd'hui pour que chacun y trouve son compte et que le bureau devienne un lieu qui profite à tout type de personnes, quel que soit son âge et ses besoins au moment de sa vie. On le voit, hein, rien n'est simple, tout est assez protéiforme finalement dans ces bureaux vus par le Paris Workplace 2020. Le dernier terme, Frédéric, c'est la géographie du bureau, la localisation. Il y a quelques années, il y a eu une tendance, on va le dire, à implanter ces bureaux un peu au milieu de nulle part. Il y a eu une tendance à partir dans des zones en grande banlieue. Est-ce que aujourd'hui, le fait que le bureau soit situé dans une zone de bureau où il n'y a que des bureaux, il n'y a rien d'autre autour, correspond encore à la tendance? Absolument pas. On voit très bien à travers cette étude et même les autres études qu'on a menées par le passé qu'une nouvelle géographie de bureaux se dessine. On veut des bureaux qui soient inscrits dans la cité, au sens antique si je puis dire, puisque des bureaux qui sont en dehors de tout commerce, de tout lieu de vie. On le voit clairement dans l'étude ou dans les critères de choix pour intégrer une entreprise, la localisation des bureaux, la localisation géographique constitue un facteur essentiel, majoritairement cité par les plus jeunes, 20 points de plus que par les salariés âgés de 45 ans et plus. Il y a un léger clivage générationnel. De la même manière, les jeunes, ce sont eux qui impriment les futures tendances, privilégient comme facteur de choix d'une entreprise la proximité de leur
domicile. On a même 27% qui disent ça a été mon premier critère, la proximité de mon entreprise par rapport à mon domicile, parce qu'on sait très bien, on le voit aussi dans l'étude, que ce sont des lieux qui sont peu étanches. C'est auprès de ces jeunes-là qu'une majorité sort faire des courses, intègre des rendez-vous médicaux qui doivent être donc par définition proches de leur lieu de travail. On a théorisé pendant la campagne des élections municipales la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une ville proche des lieux de vie. Et bien là, on voit très bien que chez les jeunes, on est sur, j'emploie peut-être un terme qui est inédit, un bureau du quart d'heure, qui est intégré dans la cité, qui est proche des lieux de vie. On a même un chiffre que je trouve incroyable, une majorité des jeunes, 59%, accepteraient, c'est du déclaratif, mais c'est quand même assez fort, une baisse de leur rémunération de 5% s'ils étaient sûrs que leur bureau était à moins de 20 minutes de leur domicile. C'est même majoritaire chez 35-49 ans. Là aussi, c'est générationnel, mais ça a infusé, si je puis dire, dans l'ensemble des salariés. Tenez, puisqu'on parle d'argent, Haute-Grande, c'est sympa des bureaux au cœur de la ville, mais ça coûte cher des bureaux au cœur de la ville. Oui, ça coûte plus cher parce que le foncier est plus rare. Il y a un effet rareté, notamment dans des villes comme Paris. C'est vrai. Après, ce qu'on arrive à mesurer, c'est que l'engagement et la productivité des salariés est probablement tout à fait meilleur dans ces bureaux-là. Et la deuxième chose, c'est que de recruter, d'avoir un turnover important dans vos équipes, ça coûte aussi cher, effectivement, et qu'après, l'efficacité du bâtiment, son aménagement, sa qualité de design et son efficacité technique permettent d'avoir des aménagements de bureaux, des densités, qui font aussi gagner de l'espace et donc de l'argent aux entreprises. Donc, il y a aussi d'autres façons de compenser. Donc, il ne faut pas regarder que le prix du foncier, il faut Absolument. regarder le bénéfice qu'on en tire à long terme. Des bureaux au centre de la ville, ça veut aussi dire, et j'imagine que c'est très important pour vous parce que c'est en plein au cœur de la stratégie de SFL depuis plusieurs années, remettre le travail, le bureau au cœur de la ville. Oui, encore une fois, c'est pas nouveau, mais la crise sanitaire, elle a clairement mis en lumière, à mon avis, deux choses. C'est que les trajets longs, c'est insupportable, et on l'a vu avec toutes les contraintes en plus du moment. Ça, c'est clair. Et on a besoin de se déplacer. Ça, tout le monde l'a vu. À la fois pour sortir de chez soi, mais surtout sur son espace de travail et à l'extérieur de son espace de travail. Nous, chez SFL, on pense que les immeubles, ils ne doivent pas vivre en autarcie. Ils doivent être ouverts sur le quartier. De la même façon, on crée des services, mais on les crée en complémentarité avec le quartier. Ça n'a rien d'avoir une espèce de catalogue si le quartier offre ces possibilités de déplacement. Et c'est justement cette porosité qui nous semble absolument intéressante et demandée par les salariés aujourd'hui. Ravni Fischler, en termes d'aménagement des bureaux au centre de la ville, ça veut dire aussi peut-être autre chose. Ça veut dire, je sais pas, des locaux à vélo. C'est à la mode, une restauration différente, un accès à des services différents. Moi, je pense à des immeubles de bureaux, on voit à l'heure du déjeuner des dizaines de livreurs qui arrivent avec des petits sacs, etc. Peut-être un espace pour les concentrer, j'en sais rien. Est-ce que vous réfléchissez à ça aussi, à la façon dont on vit au bureau ? Tout à fait, c'est ce qui est passionnant dans notre métier. Je pense que je ne serais pas rentré dans l'univers du bureau si il était resté purement décoratif. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la dimension écosystémique du bureau. C'est-à-dire, en effet, évidemment plus dans les centres-villes, mais même quand un immeuble paraît plus isolé, le plus important, c'est de travailler sur l'écosystème, sur la façon dont le bâtiment, mais donc du coup aussi ses futurs occupants vont se connecter au quartier et vont faire émerger une économie de quartier et une dynamique de quartier qui va rendre tout simplement à la fois l'envie de venir travailler et aussi après le travail, je dirais, l'envie d'occuper et de vivre dans le quartier qui l'entoure. Donc je vois un sujet quand même très intéressant. En effet, le design ne s'arrête pas que dans le bureau. À un moment, notre travail va commencer à s'intéresser aux commerçants du quartier, comment les connecter, quels espaces communs pouvons-nous créer. C'est une démarche que vous faites quand vous allez travailler sur un projet, vous allez vous balader dans le quartier, vous allez discuter avec les commerçants. C'est même la première chose qu'on fait. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, beaucoup des projets dans lesquels on travaille sont des groupements. Il y a eu Réinventer Paris et aujourd'hui, la ville est très en attente que les projets qui, justement, s'implantent en centre-ville amènent cette valeur ajoutée et donc font appel à des gens comme nous aussi pour bien en amont anticiper ces questions-là et finalement les promouvoir pour gagner un projet et bien avant de le réaliser. Donc en effet, on est totalement partie prenante dans ces questions. Et on est plus que jamais dans le bureau qui est au cœur de la cité Haute-Grande. On va conclure. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le bureau, il a un avenir devant lui, que j'ai envie de dire à vous écouter, le bureau, c'est un peu la vie. Enfin, c'est une partie de la vie, mais c'est la vie. Oui. Néanmoins, pour que ça marche, tout ça, il va quand même falloir le réinventer ou l'inventer encore une fois de plus, j'allais dire, ce bureau. Oui, c'est vrai. Après, la crise, comme dans pas mal d'autres domaines, en fait, a été un accélérateur de tendance.
si on veut quand même finir sur une note optimiste, moi je vois deux choses qui sont intéressantes. C'est que 75% des salariés se disent attachés à leur entreprise. C'est quand même après, c'est post-confinement, hein, donc c'est quand même un chiffre important. Ça dit beaucoup de l'époque du moment. Voilà. Bon, donc déjà, les gens sont attachés à leur entreprise et les gens sont attachés à leur bureau parce qu'on voit bien, notamment au deuxième confinement, que les salariés, on est manager, hein, on voit quand on est manager, les salariés ils poussent à revenir, ils veulent plus être enfermés chez eux. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles pour les entreprises et les chefs d'entreprise et les managers. Donc je pense qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont les cartes en main. Pour créer les bureaux de demain, je pense qu'il faut de l'aide, de designers, il faut de l'aide d'architectes de talent aussi, voilà, pour aider à créer les écrins. Probablement que les grands open space, c'est fini, et que les immeubles deviendront plus serviciels, plus connectés, plus poreux sur la ville. Mais on a aujourd'hui tout pour créer les espaces de bureaux de demain. Eh ben, on va terminer sur cette note optimiste. Merci beaucoup, Aude Grant. Merci, Frédéric Dabi. Merci, Ramli Fischer. Voilà, vous savez à peu près tout de ce Paris Workplace 2020. En tout cas, les choses qui, à nous paraissaient importantes. Vous allez pouvoir retrouver l'étude, les détails de l'étude sur le site www.parisworkplace.fr. Je vous dis merci à tous et rendez-vous finalement l'an prochain pour la 8e édition du Paris Workplace. À bientôt.